À ce webinaire, qui d'ailleurs va être enregistré, il sera disponible en replay à la fin. C'est le 5e webinaire d'une série qu'on a co-organisé avec la région Hauts-de-France, la CRES et le mouvement associatif Hauts-de-France. Donc moi je me présente Jean-Baptiste Boulange pour le mouvement associatif Hauts-de-France. Sur les 5 webinaires, on aura abordé différentes étapes des projets européens, en commençant bien sûr par la préparation des projets. Après, on a parlé de financement, plutôt avec un focus financement à vocation, enfin développement durable, environnementaux. On a parlé de coopération entre acteurs, on a parlé de gestion de projet plutôt sur des aspects administratifs ou la gestion financière de projet. Là, on était plutôt sur comment bien gérer son projet en cours, quand il était en cours. Et là, on aborde logiquement, naturellement, la dernière étape, plutôt la fin de projet. Donc c'est un webinaire qu'on a intitulé Un financement européen et après, où il sera question en fait de différentes choses, parce que derrière ce titre, on peut y mettre différents aspects. Il y a enfin, voilà, il y a des aspects plus formels autour de la fin d'un projet européen, qui sont liés à la valorisation du projet, parce que dans tous les programmes, il y a des attentes assez spécifiques en termes de livrables, en termes de diffusion, de communication. Voilà, ça c'est un des premiers aspects qu'on veut aborder, le côté plus formel. Le deuxième aspect, c'est plutôt parler de l'impact des projets européens. Donc c'est en d'autres termes savoir ce que deviennent les résultats, les outils, les dynamiques qui sont créées une fois le projet officiellement terminé. Comment on fait vivre aussi tous ces éléments. Quels impacts aussi peuvent avoir sur la structure à court, à moyen terme, parce qu'un projet un projet européen a forcément un impact sur les ressources humaines, sur le côté financier, la gestion financière de la structure, aussi souvent sur son organisation, voire sa gouvernance. Et il a aussi forcément un impact sur son réseau, parce qu'un projet européen se fait en général avec des partenaires français ou étrangers selon les cas. Et voilà, la question derrière celle-là, c'est qu'est-ce qu'on arrive aussi à pérenniser, qu'est-ce qui reste d'un projet européen ou de projets européens au pluriel pour une structure. Et enfin, il y a l'aspect plus stratégique, c'est comment aussi la structure vit l'après-projet européen dans une dynamique plus générale euh, de, 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 de financement. Est-ce qu'elle arrive à monter d'autres projets sur les mêmes programmes? Est-ce qu'elle va chercher des financements sur d'autres programmes européens? Comment voilà, ou alors au contraire, est-ce que elle abandonne totalement les projets européens parce que c'est trop compliqué, ou alors c'est un impact trop fort et difficilement gérable pour la structure. Là, on est plus sur des questions de stratégie, et derrière, c'est aussi voir comment la structure entretient ses réseaux de partenaires, entretient aussi une dynamique plus générale autour de sa relation à l'Europe. Donc le webinaire, il va se structurer avec trois témoins, trois structures qui vont témoigner de leur expérience. J'espère qu'on l'aura vraiment, parce que c'est avec elle qu'on a des problèmes de connexion. C'est Christine Mas de l'APES. Donc ces trois structures associatives qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Christine Mas pour l'APES, on aura Sébastien Plion pour la compagnie des tiers-lieux,
Et enfin, on aura Rémi Diachetti pour la chambre d'eau, qui ont tous voilà, des expériences différentes en termes de projets européens et aussi qui peuvent aussi porter des projets sur des programmes différents. Avant de commencer plutôt par ces témoignages, on va aborder un aspect un peu plus formel voilà, de ces comme je disais, sur la partie plutôt fin de projet, et notamment se poser la question de comment bien garder les résultats d'un projet européen. On pense là, par ailleurs, d'avoir des bonnes pratiques d'archivage notamment, et qui peuvent servir en cas de contrôle, d'audit de la part des autorités de gestion ou des financeurs des projets européens. Oui, bonjour. Alors, concernant l'archivage, en fait, ça va un peu de soi, mais on s'en doute, mais en fait, il commence dès le début du projet, puisqu'il est préférable de classer vos dossiers dès le commencement de votre projet. Pour le classement numérique, il peut donc être intéressant dès le début de définir des règles de nommage de vos pièces pour qu'elles soient communes à toutes les personnes de votre structure qui pourraient intervenir sur le dossier. Alors ça peut prendre la forme de ce qu'on appelle un cross-referencing, qui va lister la façon dont vous nommez chaque document. Si vous voulez classer par activité, par work package ou par remontée de dépenses aussi. Le classement et l'archivage va bien sûr dépendre des règles propres à chaque structure, mais il est vraiment conseillé de les classer au fur et à mesure et de conserver ce classement à portée de main ou à portée de clic pour le classement numérique jusqu'à la fin du délai pour lequel vous allez pouvoir être archivé, et seulement après les archiver selon les règles de votre structure. Alors généralement dans les conventions européennes, c'est une moyenne de 5 ans après avoir obtenu le quitus, donc c'est pas la fin du projet qui démarre le délai d'archivage, c'est vraiment une fois que l'autorité attributrice de subvention vous a contrôlé votre rapport final, vous a dit que tout était bon et qu'elle vous a versé le solde de votre subvention. C'est à partir de ce moment-là que le délai d'archivage commence. Il est fixé dans la convention de subvention. Il peut être très long, par exemple pour le programme régional ou pour le FEDER, le FSE, il vous est demandé d'être conservé jusqu'au 31 décembre 2039. Et pourquoi justement conserver et bien classer tous ces documents même après la fin de votre projet? C'est parce que, comme il a été indiqué, votre projet peut être audité une fois même qu'il est terminé. Donc un audit, ça fait partie de la vie du projet. C'est pas parce qu'on vous soupçonne de fraude ou qu'on soupçonne un conflit d'intérêt qu'on va vous auditer. C'est vraiment parce que ça fait partie des règles de procédure et de contrôle des programmes européens. La sélection des projets audités et des partenaires audités se fait selon un échantillonnage, selon différents paramètres, selon les programmes. Certains programmes européens ont même des logiciels qui leur permettent comme une loterie, d'aller choisir de façon aléatoire les projets qui vont être audités. Ce qui veut dire que dans le cadre d'un projet partenarial, quelle que soit votre place dans le partenariat, même si vous considérez que vous êtes un petit partenaire, que vous avez un petit budget, vous allez malgré tout pouvoir être audité. Si vous êtes chef de file d'un projet, il est possible que vous soyez associé à l'audit d'un de vos partenaires. Si c'est pas le cas, il est possible malgré tout que le partenaire en question vous contacte et vous sollicite pour l'aider. Donc il est encore plus important en tant que chef de file de bien conserver tous vos documents et de bien conserver toute cette histoire, tout cet historique de pourquoi on a pris telle décision, pourquoi on a modifié telle activité, telle action, puisque c'est des questions qui vont pouvoir vous être posées. La procédure d'audit est normalisée, c'est-à-dire qu'en général, il y a une piste d'audit, c'est-à-dire des questions qui sont préétablies.
Donc il ne faut pas s'étonner si on vous pose des questions qui ne vous concernent pas ou qui ne concernent pas votre projet. On peut vous questionner sur les aides d'État, sur les marchés publics, sur le fait que votre projet a généré ou non des recettes. C'est normal, puisque encore une fois, c'est préétabli. Il faut dans ce cas-là simplement répondre que votre projet ou que votre structure n'est pas concernée par la question, mais il faut répondre à toutes les demandes, à toutes les questions. Il ne faut pas en les zapper sous prétexte qu'on n'est pas concerné. Et de façon générale, il faut partir du principe qu'un auditeur ne connaît rien à votre projet et aux activités qui ont été menées. Donc il faut tout lui expliquer. Ne pas considérer que ça va de soi parce que pour vous ça va de soi, vous connaissez bien votre dossier. Ne pas considérer que vous avez déjà, dans le cadre des remontées de dépenses pendant la vie du projet, justifié telle dépense, justifié telle action. Un audit après projet peut malgré tout revenir sur tous ces éléments-là. Dans le cadre d'un audit, on va principalement auditer les dépenses. Donc, l'auditeur va en général définir une période qu'il va auditer. Et sur cette période, il va éventuellement échantillonner une partie des dépenses. Il ne va pas tout contrôler. Si son échantillon est pas suffisamment complet pour assurer un audit suffisant, il pourra élargir son échantillonnage en cours d'audit. Mais en général, justement, ça porte sur une période bien précise de votre projet. L'audit ne portera pas que sur les dépenses. On va aussi vous auditer sur la perception des recettes. On va vous demander éventuellement de prouver que vous avez bien reçu les recettes. Si vous êtes chef de file d'un projet partenarial, on peut aussi vous demander de prouver que vous avez bien versé à vos partenaires la part de subvention européenne qui leur revient. On peut vous auditer sur la livraison des livrables, sur l'atteinte de jalons qui étaient définis dans la candidature. La communication étant une obligation, on peut aussi vous auditer sur vos actions de communication. Donc il est important de garder des traces, des copies d'écran, de posts sur les réseaux sociaux, de publications d'articles internet, il est important de faire des photos aussi pendant les événements et de les conserver. Si vous avez apposé une plaque à un moment, de garder aussi une photo de cette plaque puisqu'elle peut à un moment disparaître du bâtiment et ça peut être intéressant. Enfin, ça peut vous être demandé. On va certainement vous demander de justifier d'une réunion de lancement, surtout en tant que chef de file. Donc voilà, le spectre de l'audit est vraiment très large. C'est une procédure contradictoire, c'est-à-dire que vous allez échanger beaucoup avec votre auditeur qui va émettre un rapport provisoire avec généralement des questions auxquelles répondre et il va vous laisser un délai, donc un délai qui est souvent court, d'où l'intérêt d'avoir bien classé, d'avoir bien archivé tous ces documents puisqu'il faut remettre la main dessus assez rapidement. Ce délai, donc, il peut être court, qui fait ne pas hésiter, si vous pouvez pas répondre à toutes les questions dans le délai qui vous est imparti, d'être proactif, c'est-à-dire que répondre au maximum de questions et pour les questions qui restent en suspens, de vous proposer un délai un peu supplémentaire. Généralement, ça passe mieux quand on le sollicite soi-même plutôt que quand on attend la fin et qu'on prévient son auditeur que finalement on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Dans le cadre de ces délais, ne pas oublier les questions de jours fériés, parce que c'est pas parce qu'un jour est férié en France qu'il sera dans les autres pays et qu'il le sera pour l'auditeur. Donc si jamais dans le délai qu'on vous laisse pour répondre, il y a un jour férié pour vous, pareil, dès le début, indiquez à l'auditeur que vous avez un jour férié et que ce serait bien qu'il vous laisse un jour ou deux de plus pour compenser ce jour férié, éventuellement un pont. Et à la fin de tous ces échanges, l'auditeur remettra son rapport définitif qu'il vous notifiera. Pour conclure, il faut savoir que même si dans le rapport définitif, un auditeur relève des anomalies, c'est pas forcément synonyme de révision financière. Il peut considérer que l'anomalie est minime, la noter dans son rapport définitif, mais ne pas
ne pas juger nécessaire de réviser la subvention que vous avez obtenue et donc ne pas vous demander de rembourser une partie de la subvention. Merci Dominique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut aussi vous donner la parole si vous la souhaitez, la poser de vive voix. Donc n'hésitez pas à vous manifester. En attendant, on vous a mis dans le chat un lien vers le kit de publicité européenne qui vous permet de consulter les différents points sur lesquels on vous attend en termes d'obligations de publicité. C'est disponible sur le site Europe en Haute-France. Ah, ouais, il y a une question. Une question, Monsieur Plion. Je vous donne la parole, Monsieur Plion. Ce sera plus simple. Oui, c'était juste la durée de jusqu'à quand peut avoir lieu le contrôle. J'ai pas entendu. Vous l'avez dit, mais j'ai pas entendu. Oui, après, c'est indiqué dans la convention de subvention. Souvent, sur beaucoup de programmes européens, c'est une moyenne de 5 ans après que l'autorité attributrice vous ait donné quitus sur votre projet. Mais ça peut être beaucoup plus long. C'est le cas dans le cadre du programme régional, donc sur les fonds FEDER, FSE+, où la convention type indique que vous devez conserver tous vos justificatifs jusqu'au 31 décembre 2039. Ouais, c'est ça. 2039. J'avais bien entendu 2039, ça me paraissait beaucoup, mais c'est ça. Bon, Ouais, mais comme c'est, voilà, même si vous avez été financé au début du programme régional, on doit attendre que tous les projets jusqu'à la fin de la programmation aient terminé leurs actions. Et c'est seulement aussi, donc on se laisse un délai très long pour aller éventuellement auditer, nous, la Commission européenne, pour aller auditer ces projets-là. Donc l'APES, je suis chargée de mission de territoire dédiée au projet des plateformes de l'économie solidaire. L'APES, comme vous le savez, est une tête de réseau de l'économie sociale et solidaire en Hauts-de-France qui promeut et développe donc l'ESS et qui organise un réseau régional des acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec pour principale action appuyer la mise en œuvre de dynamiques collectives sur les territoires, donc notamment accompagner les collectivités territoriales, renforcer les structures de l'ESS par des démarches de formation, d'appui technique, de thématiques comme les achats responsables, et je dirais surtout diffuser les valeurs et les pratiques de l'économie solidaire auprès du plus grand nombre. Alors, en ce qui nous concerne, moi, je vais revenir sur l'histoire du projet qui, en phase 1, 2022-2023, s'intitulait Plateforme COP. Si vous l'avez vu passer dans le coin, en fait, il y a un contexte sanitaire qui a un peu propulsé ce projet parce qu'en fait, on a eu l'explosion des plateformes sous toutes ses formes pour gérer les actes de la vie quotidienne lorsqu'on était confiné. Donc, mieux s'alimenter, avoir des masques, avoir des médicaments, travailler de notre domicile, etc. Et on a eu notamment, de façon exponentielle, le phénomène d'ubérisation qui a pris de l'ampleur et qui a montré l'utilité des plateformes. Mais pour autant, en parallèle, des initiatives d'acteurs économiques ou de citoyens ont aussi forgé l'intérêt des plateformes pour répondre à un intérêt collectif. Donc, à un moment donné, en post-Covid de 2020, la région se questionne sur la pertinence pour un porteur pour une tête de réseau, pour un réseau, de porter le sujet des plateformes coopératives. Et donc, l'APES a eu une forte incitation à être ce porteur de projet. Et avec tout ce que ça amène, et donc une légitimité à trouver, puisque l'objet numérique, le sujet numérique, ne fait pas partie de l'expertise de l'APES. Alors, je reviens là-dessus parce qu'il y a une histoire à construire, notamment par les membres du collectif qui sont une trentaine
Et moi, je n'étais pas encore recrutée à l'époque, ni moi, ni toute l'équipe, mais je reviendrai plus tard. Et ce qui fait que on se rend compte qu'il y a eu quasiment 1 an de maturation avant la bascule. Donc en 2021, tous ces salariés, ces bénévoles se questionnent sur les changements notables, structurels, organisationnels, financiers. Il est vrai qu'on a coutume de dire que les structures qui vont porter un projet européen doivent avoir une trésorerie solide. Donc, c'était un des premiers fondements du questionnement. Et puis après, il y en avait un deuxième. La PES, c'est une équipe c'était une équipe de 10 salariés construits, soudés depuis des années. Et là, en fait, on a amené 3 ETP en plus, donc un tiers de l'effectif. Donc des changements notables sur le volet RH qui nécessitaient aussi de repenser l'intégration des personnes, la logistique, quel périmètre on allait couvrir. Donc voilà, autant de réflexions qui ont pris 1 an. Hein. On a vu même passer des fautes. Vraiment, il faut peser l'engagement de ce projet. Et puis, il faut aussi penser à la coordination pour la mise en place, d'autant plus que sur ce sujet des plateformes coopératives, il y avait 3 axes. Donc, axe 1 pour accompagner les plateformes à devenir plus efficientes, donc un travail au plus près des porteurs de plateformes, donc comme acteurs économiques. L'axe 2 qui était plutôt favoriser l'engagement des territoires sur l'usage, l'implémentation de plateformes coopératives. Donc là, un travail au plus près des décideurs et des techniciens. Et puis un axe 3 qui concernait l'infusion des bonnes pratiques de l'ESS et qui amenait une externalisation de la mission. Donc une coordination, quoi qu'il en soit, est importante. Et puis après, voilà, il y a tout un protocole, hein, ça il faut s'en rendre compte aussi. Je dirais que d'emblée, c'est une gymnastique à avoir, c'est une rigueur à observer, mais c'est pas non plus insurmontable. C'est quelque chose, une mécanique qu'on doit installer, faire des remontées de dépenses. On a vu avec le témoignage juste avant la publicité qui est importante, les plaques, les feuilles d'émargement avec le bandeau des financeurs, tous les outils pédagogiques ou de com avec ce bandeau, des comités techniques, des comités de pilotage à orchestrer. Mais voilà, c'est une dynamique qui s'instaure relativement facilement et qui permet aussi de mettre un cadre. Donc parfois, ça peut être rassurant. Donc, nous, on a profité à la PES d'un fonds réaction qui était vraiment une queue d'enveloppe post-Covid à hauteur de 1,5 million €. Donc, qui finançait une partie de la mission des 3 ETP, qui finançait aussi des partenariats avec un consortium d'acteurs déjà engagés pour partie autour du sujet du coopérativisme de plateforme. Et en fait, à la fin des 2 années, 2022-2023, on a eu l'occasion de redéposer une demande pour bénéficier de nouveau des fonds européens. Donc, on est actuellement sur des fonds FEDER et la PES a souhaité transformer un petit peu l'intitulé du projet parce qu'en fait, on était sur une expérimentation sur la phase 1. On est sur un projet de plateforme de l'économie solidaire. Cette capitalisation vient au bout des 2 ans de réflexion, d'avancées, de travaux, de recherche sur le sujet. Alors, il y a un changement notable aussi entre la phase 1 et la phase 2. La phase 1, on était financé par l'Europe à hauteur de 70%. Et bien sûr, on bascule à un financement européen de 55% en phase 2, donc cette année, ce qui équivaut à aller chercher un cofinancement à hauteur de 45%. Notre cofinanceur étant la BRET, donc l'État, comprenez par là que ça demande aussi une anticipation sur qui sera notre cofinanceur solide pour accompagner le projet.
Alors, Mario m'avait très gentiment glissé quelques questions en amont, donc je vais tenter d'y répondre, notamment quelle action de communication et événements nous avons pu mettre en place sur le projet avec les obligations de publicité de l'Europe. Je dirais que de par la nature du projet, étant donné qu'il fallait donner une forte visibilité aux plateformes de l'économie solidaire, eh bien, nous, on s'est engagé sur la création d'un site, d'un portail qui s'appelle nodéclics.org et de nombreux supports de com, des cartes postales à destination des élus, des techniciens, des goodies, voilà, tout ça estampillé financeur. De même que la création de nos supports pédagogiques, on a un jeu qui s'appelle Objectif Plateforme Coopérative. On a monté aussi un référentiel de 10 Open Badge, donc pour qualifier les participants au parcours de formation, de sensibilisation des plateformes. Et puis, bien sûr, tous nos documents de liaison, je parlais tout à l'heure des feuilles d'émargement, nos comptes rendus sont estampillés de nos financeurs. Voilà, jusqu'au manifeste d'acteurs publics, hein, qui est un document officiel, un document cadre qui amène un peu au militantisme pour les plateformes coopératives, qui a été un travail mené par les acteurs publics. Donc, tous ces documents sont bien sûr estampillés plateforme et Europe, pardon. Est-ce qu'on a intégré certains outils et certaines pratiques dans notre structure? Je dirais que nous, en tant que tête de réseau, le mot coopérer fait partie de notre ADN, mais là, on a peut-être coopéré de façon supplémentaire, complémentaire, et surtout, on a changé d'échelle, puisqu'on est allé aussi chercher des plateformes nationales, internationales, ainsi que des nouveaux partenaires. Je pense à Activa Barcelona, donc nos amis espagnols. On s'est rapproché aussi de nos amis belges SAWB, qui avaient fait 2 ans de recherche-action en amont. Donc voilà, même si on a un travail en local, enfin, je dirais en territoire Hauts-de-France, on a pu vraiment travailler au plus près avec des acteurs internationaux. Et alors là, une spécificité, parce que Mario m'avait posé la question, comment vous faites vivre le projet après le financement? Bien, j'ai une révélation à vous faire. On a eu un premier financement donc de 2 ans sur React. Actuellement, on bénéficie du fonds FEDER et nous venons d'apprendre très récemment que nous allons avoir une phase 3, toujours sur des fonds FEDER. Ce qui fait que l'après-financement, j'ai pas encore cette perspective-là. Mais du coup, à la PES, je me suis rendu compte que nous étions chefs de file sur ce projet des plateformes de l'économie solidaire, mais pour autant, la PES a à de nombreuses reprises travaillé sur des programmes européens, notamment Interreg et Erasmus. Donc, j'ai tout dernièrement questionné mes collègues sur leur posture sur et l'après d'un financement européen, et je vais pouvoir vous restituer quelques retours d'expérience sur ces partenariats européens. Donc d'abord, quelques difficultés. Puisque quand il n'y a plus de financement, en général, la dynamique s'essouffle à l'interne, avec même parfois des départs des salariés qui étaient dédiés à la mission et dont le financement était corrélé au fonds européen. Et au dire de mes collègues, tout dépend en fait de la question du programme choisi. Erasmus, Interreg, FEDER, qui conditionnent très fortement les lignes de financement. Parfois, le temps de travail n'est pas financé et parfois, le temps de travail, les diffusions des outils sont intégrés. Donc, il faut bien comprendre sur quel programme on s'engage. En contrepartie, il y a pas mal d'atouts, notamment le développement de partenaires hors frontières qui génèrent d'autres projets sur d'autres thématiques,
voire la construction de filières ensemble. Donc, ça crée des opportunités hors frontières, tout en sachant quand même que les relations humaines sont primordiales et que la posture du chef de file est vraiment cruciale. C'est un peu le capitaine du bateau, comment il va mener la barque et comment il va emmener ses coéquipiers. Alors, mes collègues, notamment Olivia Malser, qui a beaucoup travaillé sur des programmes Erasmus, me raconte que ça ouvre aussi des opportunités sur la recherche et aussi recherche et développement, recherche-action. Donc, ça donne une dimension et une dynamique scientifique qui n'est pas toujours prévue au départ, mais du coup, les sujets deviennent largement alimentés. Et puis aussi, ça favorise la création d'outils de communication. Souvent, il y a une déclinaison sur des sites Internet qui perdurent après le financement, toutefois, des fonds européens. Je pense notamment à la PES, à un livrable qui a été financé dans sa production, sa diffusion, qui est toujours dans sa partie animation, qui est le guide TEDA, qui est vraiment le guide des bonnes pratiques thématiques sur la mobilité, l'économie circulaire, etc. Une dernière mention aussi pour la formation qui devient un véritable levier parfois entre deux projets européens, par exemple Interreg. On se rend compte que des structures ont développé le champ de la formation entre-temps pour pouvoir perpétuer leur action. Enfin, quelques généralités. Le projet européen prend à un moment donné dans une structure beaucoup de place en termes de logistique, de structuration, même de salariés. Et ce qui fait que quand ça s'arrête, eh bien parfois les outils qui ont été produits deviennent inopérants. Donc ça dépend vraiment du chef de file, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, et des orientations politiques de la structure. Tout à l'heure aussi, j'évoquais le RH. Donc souvent, il y a un ruissellement volontaire ou involontaire sur le temps de travail des autres salariés qui ne sont pas sur le projet européen. Donc là aussi, il faut prévoir aussi des marges de manœuvre et associer tout le monde dans la démarche. Et selon les dires aussi d'Olivia, donc elle me dit que ça peut aussi générer une dépendance par rapport à des financements, parce que pendant un moment donné, le projet est nourri, donc tout roule, et à un moment donné, quid du salarié, quid du projet, parfois la rupture est assez brutale. Donc voilà, et en dernier, je dirais dernier message à livrer, c'est qu'il faut avoir connaissance que les fonds européens sont plutôt des fonds d'amorçage, servent de starter et ne sont pas une voie à pérenniser des projets. Donc il faut dès le début anticiper et penser au coup d'après, vraiment, vraiment. Et là, actuellement, le contexte économique, politique, permet de dire qu'il y aura de plus en plus de sollicitations de fonds européens par rapport à des baisses de subventions, et on serait en droit de se poser la question, mais quel sera les relais possibles des acteurs publics? Voilà, je suis tout à vous pour répondre à certaines questions. Merci beaucoup, Christine. Je ne sais pas si tu vois les questions dans le chat. Il y avait une question de Louis. Non, je vois pas. Bah, du coup, peut-être, Louis, tu veux la poser en direct? Oui, c'était juste pour savoir si vous aviez intégré dans votre demande de subvention en amont le coût des supports de communication ou des outils que vous avez déployés pour votre projet. Alors oui, pour nous, le coût de la com, pour nous, c'est un sujet transverse. Donc effectivement, ça a ruisselé sur le projet.
Après, il est vrai que, par contre, le montant exact était un peu aléatoire. Sur la phase 2, on a plus fortement affiné les besoins en communication parce qu'on a introduit sur la phase 2 d'acculturer, de sensibiliser le grand public. Et donc là, il fallait penser à des événements, des défis citoyens. Voilà. Oui, oui, donc ça a été inclus. Mhm. D'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le souligner pour effectivement dire que c'est pas un coût supplémentaire qui s'ajoute, mais que ça peut être des débuts en fait prévus dans Oui, vos actions, complètement. pour que ça soit bien budgété et que vous n'ayez pas des coûts supplémentaires. Oui, oui. Merci pour cette question. Donc la compagnie des tiers-lieux, c'est le réseau des tiers-lieux des Hauts-de-France. Donc les tiers-lieux, c'est un phénomène qui est un peu nouveau quand même, et notamment, enfin, il date des années, du début des années 2000, et progressivement, il s'est structuré. Il y a une politique publique d'État qui a commencé à se mettre en place en 2018, et, euh, et donc euh, et donc des fonds publics qui ont commencé à arriver sur le mouvement, là où auparavant on était plutôt dans un réseau d'entraide entre lieux qui se montaient de façon un peu spontanée sur le territoire. Là, on arrive à une structuration qui s'est faite depuis, ouais, c'est ça, 2018 en France, et puis particulièrement dans les Hauts-de-France. Il y a eu une réflexion un peu pionnière avant 2018 qui était collée au numérique, qui disait qu'en fait, avec le numérique, il allait y avoir de plus en plus de lieux dans lesquels les gens allaient télétravailler, allaient pouvoir se rencontrer, allaient pouvoir coopérer différemment, et que ces tiers-lieux, il fallait les aider à se structurer. Et donc, le numérique a toujours été une direction à la région qui a soutenu l'émergence au début, on parlait de Fab Lab, de coworking, puis après tiers-lieu. Donc voilà, donc c'est un mouvement qui se structure, qui est très collé au mouvement de l'économie sociale et solidaire. Pour autant, il a certaines spécificités. C'est ni ESS, ni culture, ni numérique, c'est un peu tout ça à la fois. Et donc, l'idée des fonds après le confinement, un petit peu comme ce qu'a expliqué Christine sur le React EU, c'était quand il y a eu le confinement, on s'est aperçu qu'il y avait plein de lieux qui avaient continué à fonctionner pendant le confinement et qui avaient rendu un grand nombre de services à la population. Et heureusement qu'ils étaient là. On parle notamment des Fab Labs qui ont construit pas mal de matériel pour les hôpitaux qui manquait de pièces en fait sur les respirateurs artificiels. Donc il y a eu un élan avec des pratiques de coopération et communication numérique qui étaient assez bien en place et plutôt bien organisées. Donc les gens ont communiqué, se sont échangés des plans, ont fait fonctionner les machines pour produire ces pièces en local. Il y a eu beaucoup de solidarité aussi autour de relais alimentaires, de distribution de matériel informatique à des personnes qui en avaient besoin, notamment les élèves qui devaient maintenant tout suivre en visio la classe, etc. Et donc, on a rebondi là-dessus avec la région en se disant, et si on continuait cet élan post-Covid, en voyant ce que ça pourrait donner de structurer un peu mieux le réseau des tiers-lieux en Hauts-de-France. React-EU, donc 2 ans, financé à un peu moins de 80%, donc c'était une opportunité importante. Mais nous, gros sujet pour le réseau des tiers-lieux, c'était qu'en fait, on est donc, comme je l'ai dit, un jeune réseau. La compagnie des tiers-lieux, elle a été créée en 2018, officiellement, même si avant elle existait sous forme de collectif. Donc c'est l'asso, elle date de 2018. Et donc, on avait 0 salarié dans la structure. Pour autant, on avait un budget qu'on se répartissait entre tiers-lieux et entre faiseurs dans les tiers-lieux pour aider le tiers-lieu, qui était à peu près de 600 000 euros, qui provenaient de la métropole, de ventes de formation, d'accompagnements divers. Et en fait, ces 600 000 euros, on se les distribuait dans une logique qu'on appelle les budgets contributifs, qui est que en fait, vous n'avez pas de salariés dans la structure, mais en fait, c'est que des lieux ou des intervenants extérieurs qui piochent dans un pot commun, avec des modalités qu'on a mises en place progressivement au fur et à mesure de l'année. Et en fait, les fonds FEDER disaient, c'est super votre truc, mais nous, enfin, je dis les fonds FEDER, c'était la région à l'époque. C'est super votre truc, mais en fait, nous, on va avoir besoin de fiches de paye.
Et donc, il va falloir salarier des gens dans la structure si vous voulez émarger au React. Donc là, ça nous a pris quand même 3-4 mois de réflexion intense en se disant, est-ce que ça va pas bouleverser notre fonctionnement assez expérimental, mais qui fonctionne plutôt bien, de budget contributif, le fait d'intégrer des salariés dans la structure. De l'autre, on voyait bien que les besoins étaient énormes et que les lieux sollicitaient beaucoup d'accompagnement, qu'il fallait mettre en réseau, qu'il y avait de l'outillage à faire. Et donc, du coup, on a décidé d'aller sur le React EU pendant 2 ans. Ça nous a permis, alors peut-être sur la slide, enfin le projet, il s'appelle toujours, il n'a pas changé de titre, hein, contrairement au projet de la PES. Sur les 2 ans, on a gardé à peu près la même chose, c'est faire réseau et entreprendre en commun dans les tiers-lieux des Hauts-de-France. Et là, l'idée, c'est vraiment d'expérimenter une nouvelle façon de s'organiser, de développer les tiers-lieux dans la région. Alors attends, je sais plus quel slide vous avez gardé. Ah oui, le contexte sur les tiers-lieux qui s'essoufflent. Aujourd'hui, on a, ouais, voilà, ça c'était la slide de presse du projet global. Ça, je voulais vous dire un peu, vous donner quelques chiffres aujourd'hui dans le FEDER. Donc, on a embarqué une centaine de lieux dans la dynamique territoriale. Voilà, donc il y en a, je vous ai fait une petite répartition territoriale. L'Avesnois-Thiérache, le littoral, la métropole européenne de Lille, le Douaisis-Pével, le bassin minier, l'Oise, la Somme, le Valenciennois. L'idée sur ces territoires-là, c'est de regrouper des tiers-lieux entre eux pour qu'ils répondent aux demandes des porteurs de projets qui souhaitent lancer des lieux, qui s'entraident eux-mêmes et qui puissent lancer une animation territoriale, qui les mette en lien avec des réseaux qui existent déjà sur leur territoire et quand le réseau n'existe pas, qu'ils puissent aussi le faire de leur côté. Donc, on a créé ces cercles territoriaux qui fédèrent quand même pas mal de lieux aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'au maximum, on a confié la gestion de ces cercles territoriaux à des tiers-lieux en local. Donc notre projet FEDER, très vite, il est devenu un projet de tête de file avec un consortium avec beaucoup d'acteurs. Donc, par exemple, la machinerie, qui est un Fab Lab situé, un tiers-lieu qui est situé à Amiens, qui est un de nos partenaires, ben, la machinerie, elle va porter un poste pour animer le cercle territorial de la Somme. Donc, c'est la personne salariée est dans la structure de la machinerie. Et elle va également être partenaire sur un autre axe du projet qui est un projet qu'on appelle Reactive Maker, qui est donc un réseau de Fab Lab qui s'entraîne à produire de façon décentralisée dans plein de petits tiers-lieux, de recevoir une commande unique, mais de dispatcher la prod et la livraison chez plein de petits partenaires. Donc la machinerie, en fait, elle va porter des postes en interne. La FLAC aussi à Valenciennes, elle va porter des postes en interne. La maison des faiseurs, qui est située plutôt sur le littoral, également, elle va animer son cercle territorial et donc la personne en RH qui fait ça est salariée là-bas. La Ligue de l'enseignement dans l'Oise, etc. Vous avez la liste des partenaires ici. Donc là, il y a 11 partenaires sur le projet FEDER. Sur le React, on était à peu près au même nombre de partenaires, un petit peu moins. Et donc, ben, la compagnie, elle est en chef de file et elle va salarier les postes qui n'ont pas trouvé preneur dans les tiers-lieux, soit parce que les tiers-lieux sont trop faibles pour porter un projet FEDER, faire l'avance de trésor, etc., voire bouleverser leur fonctionnement interne pour accueillir ce type d'action. Soit parce que on sent que en fait le sujet va avoir une envergure régionale et qu'il est mieux s'il est logé à la compagnie. Donc on loge un certain nombre de personnes à la compagnie, dont l'équipe support, mais au maximum on essaie de dispatcher ça dans les lieux. Pour vous dire, au démarrage de l'écriture du projet FEDER, on était à 27 partenaires. Donc ça, la région, quand ils ont vu ça, ils ont fait c'est super votre truc, mais hors de question, ce sera trop compliqué. Et donc, on a réduit à 11 voilà, aujourd'hui. Mais en fait, le tweet, c'est que chaque partenaire redistribue aussi une partie de son enveloppe à d'autres tiers-lieux. Donc, ça a des effets rebonds comme ça. Voilà. Bon, bah, le FEDER, là, on l'a remis là, mais ça finance 60% aujourd'hui des dépenses de fonctionnement. Le référent de chaque cercle, il est salarié par la structure partenaire, donc le tiers-lieu, et on met en place un budget ouvert sur chaque territoire pour que des membres du cercle, un autre tiers-lieu ou une personne qui a envie de s'investir dans les actions d'animation territoriale ou dans les projets puissent le faire
et se rémunèrent dessus. L'idée, c'est pas de tout concentrer sur des personnes salariées qui vont faire le projet, mais c'est bien qu'au maximum, on engage la participation par des personnes de bonne volonté ou des groupes de bonne volonté qui ont envie d'activer le projet, et voilà, qu'on appelle un budget ouvert. Voilà, donc c'est une grosse masse de financement, hein. On a mis la masse sur 2 ans, là, le FEDER qui va s'achever en décembre, c'est 2 millions d'euros, avec 11 lieux plus la compagnie des tiers-lieux. On met 1,5 million sur la RH et 500 000 sur on appelle les coûts indirects et le budget ouvert, dont les dépenses de communication, bien sûr, qui sont importantes. Là, on sépare en fait dans le projet les cercles territoriaux qui ont un rôle d'animation territoriale. Donc, il y a plusieurs cercles territoriaux qui sont répartis sur l'ensemble de la région, qui prennent une part importante de l'enveloppe, et ce qu'on appelle des cercles thématiques, donc qui sont des lieux qui vont se regrouper par thème. Pour vous donner un exemple, on a un cercle autour des tiers-lieux alimentaires qui travaillent nos projets. On a un cercle qui travaille également sur les problématiques de fabrication distribuée, etc. Et donc là, vous avez une petite slide, mais on voit rien, sur la répartition des cercles territoriaux sur le territoire régional. Voilà, donc ça, c'est la présentation du projet. Moi, je voulais revenir sur, quand on a préparé un peu l'intervention, sur des choses, puisqu'on parle de l'après. Donc, en fait, j'ai commencé à l'évoquer, mais nous, ça a bouleversé le fonctionnement de la structure, en fait, les fonds FEDER, clairement. Et ça a apporté des choses intéressantes parce que ça nous a permis, en fait, de redistribuer plus d'argent à nos partenaires tiers-lieux sur le territoire qui sont pas en capacité d'aller chercher ce type de fonds. Donc là, pour le coup, on a en volume, en fait, on redistribue quand même de plus en plus d'argent chaque année à nos tiers-lieux, et donc ça les aide, en fait, à se projeter sur des projets collectifs, à travailler ensemble et à renforcer leurs moyens économiques. En revanche, ça a un effet de fonctionnement qui sur la structure qui est pas négligeable, dans le sens où on a recruté des salariés, et donc en fait ça a changé la dynamique de l'association. C'est-à-dire qu'on est devenu employeur, donc avec un management qu'on a dû mettre en place en peu de temps, puisque les projets durent peu de temps, hein. Finalement, 2 ans c'est très court, hein, voilà. Aujourd'hui, il y a une quinzaine quand même de salariés qui sont pas à temps plein, mais dans la structure. Et donc tout ça, il a fallu absorber, organiser, et ça prend énormément de temps. Et ça, on l'a pas mis dans le projet FEDER. On était très orienté projet sur ce qu'on voulait faire avec nos partenaires et sur le territoire, mais sur l'organisation interne et l'absorption de tout ça, on a mis un poste de responsable administratif et financier. Mais en fait, c'est comme le disait Christine, c'est toute l'équipe en fait qui est impactée sur cette nouvelle organisation, et voilà. Donc c'est pas rien. Donc voilà, ça a été la principale difficulté. Il y a une autre difficulté qu'on cite souvent, mais bon, je vais la rappeler, c'est donc la difficulté de la tension de trésorerie qui est importante, hein, sur ce type de projet. Et ça, je pense que tout le monde l'a mentionné. Bon, elle est importante, mais elle n'est pas insurmontable, comme l'a dit Christine tout à l'heure. Bon, nous, on a des fonds propres très faibles à la compagnie puisqu'on est une jeune asso. Donc le fait d'aller mobiliser des financements comme ça, ben, en fait, quand on regarde les fonds propres, nos CAC vous disent, enfin, c'est risqué, quoi, hein. Donc, attention. Et donc, on emprunte à la banque. Enfin, on a mobilisé les outils financiers qui permettent d'absorber le choc, mais qui sont quand même compliqués. Et on ne peut pas faire ruisseler, comme on dit, ces difficultés sur nos partenaires, qui sont souvent des tiers-lieux qui sont encore plus faibles que nous. Donc voilà, la tension de trésor, elle est anticipée. Mais on a mis en place les outils, et globalement là-dessus, on n'a pas eu trop de problèmes. On n'a pas eu trop de problèmes non plus à faire remonter les dépenses. Là, nos partenaires travaillent dessus, on leur a donné des gabarits, etc. Donc ça, il n'y a pas eu de difficulté particulière par rapport à ça. Et ensuite, sur la com, on s'est bien pris la tête quand même sur comment on intègre les logos de tout le monde aux bons endroits dans nos actions de com et dans les actions de com de nos partenaires. Il faut dire que les informations, quand même, je le dis de façon assez
peut-être brutales ici, mais sont assez contradictoires hein, sur comment on doit communiquer et quel logo on doit mettre, de quelle taille, dans quel sens. Et donc, en fait, je trouve, enfin, personnellement, avec du recul, que ça mobilise énormément d'attention au détriment du projet. Enfin, bon, voilà, la com, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel d'un projet. Et donc, nous, ça nous a pris quand même beaucoup de temps, à tel point qu'on a fait un kit de com spécifique, qu'on a diffusé à l'ensemble de nos partenaires, qu'on les rappelle régulièrement que même leur pied de mail, il faut les signer avec les financements européens quand les postes salariés qui écrivent les mails sont cofinancés par l'Europe. Tout ça, ça a nécessité quand même une belle énergie. On a sorti beaucoup de supports avec tous les logos. On est assez fiers de ce qu'on a fait sur la com. Mais on s'est quand même fait engueuler par l'État au dernier événement qu'on a fait, puisqu'on avait mis la région avant l'État sur nos logos et que on est quand même en République aujourd'hui. J'ai eu droit à un cours de politique publique sur la République française, j'ai adoré, pendant l'événement, au détriment, encore une fois, du sens de l'action. Donc ça peut être quand même un peu chronophage et un peu désespérant, quoi, quand même, hein, ces histoires de com. Voilà. Ensuite, sur la suite. Également, nous, on se projette sur la suite du financement sur le FEDER à partir de l'année prochaine et encore sur 2 ans. Ce sera encore du FEDER numérique. Pour autant, ce sera piloté par REV3. Donc en fait, ce sera toujours la direction numérique qui hébergera le financement, mais on aura des liens plus forts en pilotage de projet avec REV3. Puisque le sujet de la transition écologique est très fort dans les tiers-lieux et déborde un peu les questions numériques aujourd'hui. Voilà, donc on s'y prépare dès maintenant. On a plusieurs rendez-vous dans l'année pour discuter avec l'ensemble des tiers-lieux adhérents du réseau de qu'est-ce qu'on a envie de continuer, qu'est-ce qu'on a envie d'arrêter. Donc on a déjà commencé ça hein, dès le mois de mars. Donc là, on a une assemblée générale le 13 juin. Ça va être encore un temps de co-construction avec l'ensemble des partenaires. Et on va décider tous collectivement de est-ce qu'on continue ou pas, est-ce que mettre tant d'argent dans la mécanique du projet FEDER fait qu'on met beaucoup d'argent sur les ressources humaines au détriment des budgets ouverts et ça pose question quand même. Ça crée une tension dans nos collectifs. Et donc, on va leur demander s'ils veulent continuer dans ce sens-là, poursuivre la dynamique des cercles territoriaux, etc. Et on aura une réunion avec nos financeurs normalement à la rentrée ou pendant l'été pour de leur donner une première maquette financière. Donc, on est déjà la 2e année de mise en œuvre du projet dans l'écriture du suivant, qui peut sembler un peu lourd, mais me permet de réinterroger aussi le projet et ses objectifs. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Pour vous dire, et je terminerai par là, que l'exemple, entre guillemets, de la compagnie des tiers-lieux mobilisant des fonds FEDER est beaucoup regardé par les autres réseaux régionaux en France, puisqu'il y a beaucoup de réseaux régionaux de tiers-lieux. Enfin, il y a d'ailleurs toutes les régions ont créé un réseau régional de tiers-lieux, et que se pose bien sûr la question du financement. Il y a certaines régions qui financent en direct les réseaux régionaux de tiers-lieux. Donc la question se pose moins. Ici en région Hauts-de-France, c'est pas le cas. Donc on fait via des fonds FEDER. Et donc il y a beaucoup de réseaux de tiers-lieux qui se demandent comment accéder à ce type de fonds, voire d'autres fonds européens, qu'est-ce que ça change, etc. Et donc moi je passe beaucoup de temps à expliquer comment on a fait et ce que ça a occasionné. Voilà, donc ça fait un peu école. Et puis ça permet aussi d'acculturer l'ensemble des membres de notre réseau au financement européen, qu'ils regardent assez souvent de loin, sauf pour les gros tiers-lieux, mais en se disant c'est pas possible pour nous. Et donc l'enseignement collectif qu'on garde de tout ça, c'est que accéder à des fonds qui sont aussi structurants et aussi importants, ça peut se faire à condition qu'on se regroupe entre lieux et qu'on ait une structure qui soit en capacité de porter la demande financière. Et ça peut être du coup l'objet d'un réseau régional comme nous. Voilà. Merci. Peut-être une question, Louise posait une question dans le chat. Oui, c'était juste pour savoir si vous partagez le même constat que Madame Masse,
que votre posture de chef de file va être cruciale pour conserver une dynamique partenariale pour l'après-projet? Ou est-ce que d'autres dynamiques ont émergé tout le long du projet cofinancé? En fait, l'idée, c'est qu'on se passe des fonds européens. Donc ça, on l'a bien inscrit comme un objectif. Bon, alors maintenant, construire des dynamiques territoriales, c'est assez long et c'est pas en 2 ans qu'on y arrive. Donc forcément, ça va s'inscrire un peu dans la durée. Mais par exemple, il y a des cercles territoriaux qu'on accompagne sur le cofinancement de leur animation territoriale, soit en fusionnant avec ce qu'on appelle des PTCE existants, donc des structurations autour de l'économie sociale et solidaire, soit en allant voir les agglos, en leur demandant de prendre le relais de l'Europe, voire de cofinancer l'action, soit en disant finalement notre animation territoriale elle n'a pas de sens parce qu'elle est déjà effectuée par d'autres partenaires. Donc en fait il y a de l'autonomisation progressive vis-à-vis de l'animation régionale et c'est très bien comme ça. Voilà. Ceci dit, pour garder un sens global au projet, le rôle du chef de file, il est hyper important. Mais notamment, nous, on est très très vigilants à pas confisquer en fait la réflexion et la dynamique dans le réseau et dans les salariés de la compagnie des tiers-lieux, mais en faire un objet commun à l'ensemble des partenaires, voire à l'ensemble de notre association, puisque vous avez compris que nous, le FEDER et le projet associatif se confondent quand même beaucoup. Hein. C'est pas un projet à côté, c'est très structurant pour nous. Voilà. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais le FEDER pour la compagnie, c'est 50% de ses financements au global, hein, dans son budget. Merci. J'ai une petite question. Au début, vous aviez un budget participatif que vous avez dû un peu abandonner dans votre fonctionnement du fait des fonds européens. On retrouve les budgets ouverts dans le fonds FEDER. C'était un peu la même philosophie ou c'est quelque chose d'assez Oui, différent? oui. Budget Non, ouvert et c'est fonds vrai. européens, Ouais. ça paraît contre-intuitif. En fait, on a longtemps réfléchi avec la région sur la mécanique qu'on pouvait mettre en place justement. Euh, et bon, grosso modo, il y a de l'argent qui est fléché sur des RH, donc ça, c'est pas des budgets ouverts. Euh, et puis ensuite, il y a des histoires de forfait, etc., où on a réfléchi à la mécanique administrative et financière qui pouvait nous permettre d'en faire des budgets ouverts qui sont gouvernés démocratiquement par les cercles. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place et cette logique-là, elle fonctionne bien, quoi. Voilà. Mais c'est sur des volumes qui sont moins élevés que ce qu'on espérerait, ce qu'on aimerait, quoi. Merci Marion et merci pour l'invitation. Alors juste en 2 mots pour présenter la Chambre d'eau, effectivement on est une association culturelle qui est basée à Lefavrile, un petit village de la Sambre-Avesnois. Mais notre territoire d'action, c'est les 2 arrondissements de Avesnes-sur-Helpe et Vervins qui se situent dans le département de l'Aisne. Donc on travaille sur 2 départements, sur 7 communautés de communes qui sont rurales. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un fonds européen un peu particulier auquel nous, on fait assez souvent, assez régulièrement appel, qui est dédié aux territoires ruraux, qui s'appelle le LEADER. C'est un fonds qui est issu de la PAC, hein, de la politique agricole commune, et qui a pour vocation de revaloriser les territoires ruraux à travers des projets économiques, des actions de toutes sortes. Alors, ce qui est un peu particulier dans son fonctionnement, c'est que il est géré par la région, mais il est piloté localement par des groupes d'action locale, c'est-à-dire des acteurs. Alors, il y a des communautés de communes, mais aussi des associations, des acteurs parapublics qui se regroupent pour définir un peu des axes de développement du territoire. Quel type de projets peuvent être financés, sur quelle ligne, sur quel type de... Est-ce que c'est du fonctionnement, de l'investissement? Enfin voilà, tout ça, c'est défini localement par ce groupe d'action locale et c'est lui qui étudie les projets et les actions qu'il a envie de soutenir. Alors j'ai mis 18 territoires en Hauts-de-France, mais à la région, vous me corrigerez si j'ai fait une erreur, hein, c'est l'info que j'ai trouvée sur le site de Leader France, donc voilà, à vérifier.
Donc c'est un financement qui est important pour nous. Tu peux passer à la slide suivante, Marion. Parce que c'est vrai qu'on est dans des territoires ruraux avec des petites communautés de communes qui n'ont pas toujours la compétence culture ou en tout cas qui n'ont pas forcément des budgets dédiés suffisamment importants pour soutenir des projets d'ampleur. Donc du coup, pour nous, ce financement-là, c'est un cofinancement local qui n'est pas négligeable. Même si c'est de l'argent de l'Europe, c'est quand même fléché localement par des acteurs locaux. Et donc du coup, il y a ces comités de sélection qui sont portés par des acteurs locaux. Et donc, du coup, pour nous, c'est à la fois une manière de cofinancer les fonds qui viennent de la région ou de l'État ou des départements, mais c'est aussi une manière d'entrer en relation avec les collectivités locales d'un point de vue financier sans aller directement dans leur budget propre, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, assez faibles. Donc, pour nous, à l'interne de la Chambre d'eau, c'est depuis 2010 qu'on porte des projets dans ce financement-là. C'est en moyenne un projet tous les 2 ans. Vous verrez un peu pourquoi et quel type de projet. Mais en tout cas, l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir impulser des nouvelles dynamiques ou alors de porter des projets dont on n'a pas les moyens dans dans notre budget actuel, en tout cas dans notre budget annuel. Donc, du coup, c'est important. Alors, à savoir que nous, dans notre territoire d'intervention, il y a 2 territoires leaders. Il y a le territoire qui est porté par le Pays de Thiérache dans le département de l'Aisne, qui correspond à l'arrondissement de Vervins, et un autre territoire qui est porté par le parc naturel régional de l'Avesnois, qui correspond à l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, à peu près moins une partie de la Sambre-Avesnois, de la Sambre, pardon. Donc, du coup, ça nous laisse quand même, enfin voilà, ça nous permet d'agir sur sur ces deux territoires via ce financement-là. Donc, on vous a mis 2 exemples de projets qui ont été financés dans le cadre du leader, hein. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, un projet qui a été financé en 2023, enfin, qui a démarré en 2021 et qui s'est terminé en 2023, qui est un projet d'une résidence de création d'une compagnie qui a ensuite abouti à une tournée d'un spectacle sous chapiteau dans des communes rurales. Donc, c'était un projet qui était important en termes de moyens financiers, donc qu'on ne pouvait pas porter sur nos fonds propres. Donc là, c'était pour le coup important pour nous de rentrer dans le cadre de ce financement leader. Et puis en plus, c'était vraiment l'idée d'aller dans des petites communes, donc évidemment avec des cofinancements qui sont impossibles de la part de ces communes, hein. On a été au Nouvion en Thiérache et à Marly-Gaumont, qui sont 2 petites communes qui n'ont pas de budget culture dédié, ou en tout cas pas suffisamment pour soutenir ce projet-là. Donc c'est un spectacle féministe, hein, qu'on a tourné sous un chapiteau. Donc c'est la compagnie qui montait son chapiteau avec les habitants et qui ensuite était une semaine en présente dans la commune avant la représentation du spectacle. Du coup, on a fait une demande de financement à hauteur de 14 000 euros. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un peu différentes étapes dans ce financement leader. C'est-à-dire qu'au départ, on présente un projet au groupe d'action locale, donc qui va sélectionner ou pas le projet, qui va dire qu'en tout cas, ça correspond à ces enjeux et qu'ils ont envie de le soutenir. Ensuite, il y a toute une démarche administrative avec des devis comparatifs, etc., qui se mettent en place, et auquel cas, du coup, il y a aussi un recalcul des cofinancements, etc., qui fait que parfois la demande est pas exactement, enfin, la demande de départ peut être réévaluée à cette étape-là. Et ensuite, il y a une troisième étape qui est l'analyse administrative et financière des justificatifs de paiement, qui peut encore une fois réévaluer a posteriori le montant versé par l'Europe. Donc, c'est pour ça que vous voyez 3 montants, hein. Le montant qui a été la demande de départ, celui qui a été conventionné avec l'Europe, enfin avec les services de gestion, et un troisième montant qui a été celui qui a été versé définitivement là en 2025. Le deuxième projet, si tu veux bien passer à la slide suivante. Alors, c'est Métamorphose, c'est un événement qui a eu lieu en 2021,
qui est en fait l'émanation de notre festival biennal qui s'appelle Éclectique Campagne et qu'on a voulu pour une première fois en 2021 transformer, enfin en tout cas à rallonger ou développer sous la forme d'un événement qui durait 3 mois, enfin 1 mois et demi ouvert, mais en tout cas, enfin c'était l'exposition était présente pendant 3 mois et pendant laquelle du coup on a invité aussi tous les acteurs du territoire, que ce soit des associations, des acteurs locaux, des offices du tourisme, enfin voilà, tous les acteurs qu'on a invités à participer à cet événement en utilisant cette exposition, cet espace naturel qui est le nôtre et qu'on investit tous les 2 ans pour y faire des assemblées générales, des réunions, des événements sur l'environnement. Enfin voilà, on leur a proposé vraiment d'imaginer ce qu'ils avaient envie de faire dans cet espace-là que nous, on ouvrait finalement comme un peu comme un tiers événement, pas un tiers lieu, mais un tiers événement. Et donc du coup, voilà, c'était un peu l'envie qu'on avait à ce moment-là. Et c'est ce qu'on a donc pu mener grâce à ce financement spécifique. Donc, on a fait une demande de financement à hauteur de 15 000 euros. On a signé une convention à hauteur de 15 000 euros. Et là, la gestion financière des documents est en cours. Donc, on n'a pas encore reçu les sous, en sachant que l'action a eu lieu en 2021. Donc, ça, c'est un point qui, en termes de trésorerie, est important à prendre en compte parce que voilà, c'est un dispositif qui reste sur des sommes assez basse qui permet potentiellement à des petites associations ou à des acteurs, puisque c'est aussi ouvert à des entreprises et à d'autres types d'acteurs qui n'ont pas forcément des gros moyens financiers d'y faire appel, mais il y a ces questions de trésorerie et de gestion administrative qui font que ouais, c'est quand même une lourdeur qui n'est pas simple à prendre en compte quand on a une association qui démarre ou quand on a des moyens en trésorerie faibles. Donc ça, c'était les 2 projets. On peut passer du coup un peu à la suite. Donc sur les points de vue de communication, alors je m'excuse à la fois sur la présentation et sur les éléments de communication que vous voyez, c'est que notre chargé de com est en congé maternité, alors du coup, j'ai pas accès à tous les éléments et j'ai fait comme j'ai pu avec ce que je trouvais. Donc voilà, par exemple, un document qu'on avait rédigé pour l'événement Métamorphose. Justement, là, c'était un peu la lettre qu'on envoyait à tous les partenaires du territoire en les invitant à nous proposer de construire des choses dans le cadre de notre événement Métamorphose. Et donc, évidemment, sur chaque communication qu'on fait autour de ces actions, on met les logos de l'Europe. De l'Europe s'engage, du leader et puis des autorités de gestion et d'animation locale, que sont la région Hauts-de-France et le parc. Alors, il y a le département du Nord qui s'est glissé dedans, mais c'était, comme le disait tout à l'heure, la question des échelles de structures de cofinanceurs. Donc ça, c'est une évidence, hein, toutes les actions de communication qui sont faites, tous les supports de communication à la fois sur l'événement et sur les actions plus pérennes qui peuvent avoir lieu, ça s'est mis en place. En termes de poursuite de projets, ce qui est intéressant, c'est que depuis cette édition 2021, où on a fait prolonger le festival Éclectique Campagne avec cet événement Métamorphose pendant 3 mois, on a acté cette dimension plus longue du festival et donc tous les 2 ans, quand on fait un festival, on a ce mois et demi derrière d'événements qui permet à d'autres acteurs locaux de s'investir, enfin voilà, d'être présents et de proposer des actions diverses dans ce projet-là. On peut passer à la slide suivante. Alors, j'ai parlé du leader parce que c'est un peu le financement européen le plus récurrent chez nous, puisque, comme je le disais, on y fait appel à peu près tous les 2 ans. On a quand même fait d'autres types de projets européens. Alors, le leader, c'est donc un financement qui est géré localement, mais qui peut avoir une dimension de coopération. C'est-à-dire que chaque territoire leader a une enveloppe pour des projets de coopération qui permet du coup de travailler avec d'autres territoires leaders en France et en Europe. On a notamment porté un projet entre 2012 et 2014 avec la Finlande et le territoire de Beldon, près de Grenoble, avec qui du coup on avait fait une résidence croisée d'artistes entre ces 3 territoires. Donc ça, c'était un projet leader, mais on a aussi porté un projet Grunvik entre la même période, entre 2012 et 2014,
qui est maintenant Erasmus+, hein, c'est l'ancien nom d'Erasmus+, Grunvik, et qui a permis de coopérer avec des territoires en Espagne, en Italie, au Danemark et dans le Limousin. Donc avec des structures culturelles en milieu rural, c'était vraiment cette question de la culture en milieu rural qui nous a réunis. Et ces deux projets, ils ont fait qu'on a créé des relations avec des structures avec qui on a continué à échanger. Alors de loin, évidemment, parce que évidemment, c'est pas toujours, enfin, on n'a pas forcément les moyens de monter des projets ensemble, mais on a continué à se croiser, à discuter, à s'envoyer des nouvelles, etc. Et du coup, on a décidé en 2015 et 2016 de déposer des dossiers Europe Créative, qui sont pour le coup des financements culturels plus importants, en tout cas de coopération qui peuvent être plus importants et qui peuvent permettre aussi des projets pérennes à 2-3 ans suivant les échelles de projets qu'on veut monter. On a à chaque fois les 2 fois été chef de file et les 2 fois on a été refusé. Alors ça c'est voilà, c'est aussi un des enjeux des projets européens. C'est aussi une sélection assez forte et puis voilà, il y a des choix qui sont faits derrière par des analystes des projets qui sont, enfin voilà, qui peuvent être sur plein de points. La première fois, c'est parce qu'on a été peut-être pas assez bon sur le point de vue de la communication. La seconde fois, la note était meilleure, mais voilà, il y avait aussi beaucoup de demandes, c'est comme ça. Du coup, on a fait un peu une pause après parce que ces projets sont quand même chronophages à monter entre les temps d'échange, d'écriture avec les partenaires, les temps de rencontre aussi, puisque du coup, on trouvait que c'était important de se voir pour construire le projet. Donc, on a fait sur nos fonds propres des réunions voilà, dans un pays ou dans l'autre pour y travailler. Donc on a fait une pause et là récemment on a retravaillé sur un projet Europe Créative, pour le coup plus en tant que chef de file mais en tant que partenaire avec le territoire de Beldon, puisque là pour le coup c'est eux qui sont les chefs de file de ce projet-là. Et on retrouve aussi le partenaire espagnol avec lequel on avait travaillé dans le projet Grunvik. Donc enfin voilà, ces liens, ce réseau-là, il a permis, enfin il permet en tout cas de continuer à travailler avec eux récemment. Et on a aussi déposé un interreg en 2024 qu'on n'a pas obtenu pour le coup. Donc voilà un peu les suites. Alors je reprends un peu tes questions, Marion, que tu m'avais posées effectivement. Donc sur le fait que ce soit récurrent, oui, bon, ça j'y ai répondu. Et oui, bah, les perspectives du coup, elles sont là. C'est plutôt ces projets de coopération qu'on essaye de développer. Pour le leader, il continue à exister et a priori, on va continuer à le solliciter suivant de manière enfin voilà, on aimerait bien d'abord solder un peu les projets qui sont en cours parce que évidemment la trésorerie, elle est pas toujours au top, donc il faut essayer de solder ça avant de pouvoir se lancer dans des nouvelles demandes. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que ces financements-là, ils ont permis aussi vraiment de tisser un réseau de relations avec les acteurs locaux et notamment avec des communautés de communes qui ont certes pas forcément les moyens que peuvent avoir ces projets européens, enfin ces financements européens, mais pour certaines qui ont un peu développé des compétences culture, en tout cas qui ont envie de porter des actions culture et qui elles-mêmes sont en capacité d'aller chercher des moyens auprès de la région ou auprès de l'État à travers notamment le pacte SAT, puisqu'on est dans le territoire du pacte Sambraven-Matirache. Et donc, du coup, ça nous permet de travailler un peu plus avec ces collectivités-là qu'on aurait pu le faire avant, puisqu'on a pu expérimenter des choses grâce au financement LEADER. Voilà en quelques. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Merci beaucoup, Rémi. J'ai vu que dans le chat, il y avait une info plutôt de Louise qui informait du coup qu'il va y avoir des aides par le dispositif FRAP, notamment sur le montage de projets Europe Créative. Et si vous êtes porteur de projet, donc là, comme vous êtes partenaire, Oui, c'est ça, ben, on l'avait bien vu, hein, ce dispositif-là, mais effectivement, comme c'est notre partenaire de Beldon qui était chef de file, ils se sont fait accompagner par le Relais Culture Europe à Paris, et voilà.
Oui, effectivement, c'est un dispositif qui est en cours et qui est, si le porteur de projet, chef de file ou leader d'un work package, donc il y a un lot de tâches dans le projet, donc à mobiliser en tout cas si besoin.